Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, on vous emmène en terre inconnue. Aujourd'hui, on rejoint Mathilde. Envoyée en mission auprès d'une association vibrante de vie, au milieu des cris et des rires, se croisent malades, anciens malades devenus salariés et volontaires. Pour Mathilde, cette mission s'est révélée cousue d'imprévus, de défis, de patience et de beaucoup de joie. Mais comment tout cela tient-il ensemble ? Serait-ce la providence ? Hello, je m'appelle Mathilde, je suis partie en mission avec Fidesco de 2022 à 2023 au Bénin, au service de l'association Saint-Camille de l'Hélice. J'étais en charge de la recherche de fonds et je m'occupais de la gestion, j'appuyais le directeur de l'hôpital d'Adjara dans la gestion au quotidien. L'association Saint-Camille, c'est une association qui s'occupait de redonner la dignité aux malades psychiatriques. Donc voilà, les accueillir et les soigner. La phrase qui a marqué ma mission, c'est cette phrase « on est là », qui était souvent une réponse à une salutation. Quand on demandait « comment ça va ?», on répond bah, « on est là », que je trouvais très belle et très drôle dans sa simplicité, et qui symbolisait vraiment l'enjeu de la présence en mission et de la disponibilité. Et c'est ça qui a marqué ma mission. En gros, pour du coup faire un peu un contexte, c'est un peu compliqué. L'association Saint-Camille de l'Hélice, c'est une association qui s'occupe de soigner tous les malades psychiatriques au Bénin et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. En fait, c'est un projet un peu fou, sans mauvais jeu de mots, mais c'est que les malades psychiatriques dans ces pays-là, à travers l'Afrique de l'Ouest, ils sont au mieux... Enfin, en fait, on considère qu'ils sont ensorcelés, qu'ils sont possédés par des démons, etc. Donc, au mieux, ils sont rejetés par la famille. Bien souvent, ils sont enchaînés dans leur village. Ils sont souvent lâchés dans la rue où ils se baladent à poil, en errant, et tout le monde un peu les rejette. Et au pire, ils sont même torturés dans des camps de prière. C'est vraiment une réalité qui est profondément dure et profondément inhumaine. Du coup, il y a 20 ans, un Béninois qui s'appelle Grégoire Ngbonon a décidé de s'emparer de cette problématique et d'essayer de redonner une dignité à ce qu'il appelle les oubliés des oubliés. Et donc, il a monté des centres d'accueil où le but numéro 1, c'est de redonner la dignité à ces malades psychiatriques et de leur donner des soins, dans le but de déstigmatiser la maladie mentale. Et donc, il a créé une œuvre immense puisqu'il y a plus de 130 000 malades qui ont été soignés par l'association depuis 20 ans. C'est la plus grande structure psychiatrique au Bénin. Donc, en fait, il pallie vraiment au manque de soins du gouvernement. Et c'est vraiment une révolution dans la santé, dans sa gestion des maladies chroniques en Afrique. Chaque petit soin coûte un bras, donc l'aiguille pour perfuser à l'hôpital, ça va coûter de l'argent. Du coup, on peut imaginer qu'on a une maladie comme une maladie mentale qui requiert un soin régulier. Les patients, les familles, ils ont très très vite plus les moyens de soigner ça. Et donc là, c'était vraiment une révolution dans la manière de prendre en charge les patients pour un tarif hyper faible, voire même on amenait des personnes de la rue dans l'association, on les prenait en charge gratuitement. Ouais, donc ça, c'est un peu pour le contexte de l'association qui a fait vraiment une œuvre assez incroyable là-bas. Et du coup, ils ont plein de centres psychiatriques au Bénin. Moi, j'habitais au-dessus d'un des centres psychiatriques, le plus vieux, où il y avait en gros 150 malades qui étaient internés et 1 millier de patients qui venaient tous les mois recevoir des soins. Ça, c'est à Vrancou. Et mon travail, par contre, c'était dans un hôpital généraliste à Adjara, pas très loin, à 15 minutes en voiture, où là, l'idée de cet hôpital, c'était de prodiguer des soins généralistes aux malades psychiatriques de l'association et également, au passage, de proposer une offre de soins humanitaires à bas prix pour les populations environnantes. Donc voilà, donc c'est là où je faisais de la recherche de fonds et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire un peu de la gestion, tous ces formats. Quand je suis partie en mission, moi, j'ai été en école de commerce. Donc, un parcours un peu classique, prépa, école de commerce, et j'ai eu l'occasion de partir avec Fidesco pendant ma césure. Donc voilà, j'ai pris vraiment 1 an, ça me trottait dans la tête depuis longtemps, du coup, au milieu de mes études. Et puis, je suis revenue, j'ai fini mon école de commerce, je monte ma boîte maintenant. Donc. Quand on m'a annoncé ma mission, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, vraiment pas du tout. Tout le process de Fidesco apprend à se détacher de l'idée de sa mission finale, et ça, je l'avais profondément accepté. Enfin, c'était vraiment ça qui avait fait partie de mon choix. Mais on a toujours des idées qui nous trottent dans la tête. En l'occurrence, moi, je me voyais pas du tout en Afrique de l'Ouest. Et de fait, la maladie psychiatrique, j'y connaissais rien du tout. Je n'avais pas travaillé de près ou de loin dans le domaine de la santé. Donc, il y a eu un petit moment d'accepter de laisser de côté toutes les images que je m'étais faites de ma mission. Et en fait, de me laisser toucher par ce que j'ai vécu là-bas. Et du coup, je pense que c'était d'autant plus beau d'aller dans un endroit où je me projetais pas et où je n'avais vraiment aucune idée de ce qui allait m'attendre, parce que du coup il y a vraiment un détachement de soi et un lâcher prise beaucoup plus fort et qui est à la fois beaucoup plus beau dans les rencontres et aussi personnellement en termes d'apprentissage. Le cadre dans lequel où je vivais en mission, c'était vraiment à l'opposé de tout ce que j'avais connu en ayant grandi en banlieue parisienne. Il y avait vraiment une impression un peu d'être au fond de la brousse, mais proche de la ville quand même. En gros,
Très concrètement, on était à une demi-heure d'une des capitales, la capitale administrative du Bénin qui s'appelle Porto Novo. Et on était dans une des banlieues. Mais en fait, notre environnement, ça faisait un peu campagne. Il y avait des champs de manioc qui poussaient un peu à droite à gauche. On vivait au bord d'un chemin de terre, pas très loin du goudron, en fait, de la route goudronnée des environs, qu'on appelait le goudron. Et c'était un cadre qui était super vivant parce que du coup, on était au-dessus du centre psychiatrique. En fait, la vie du quartier tournait autour de ce centre psychiatrique. Les gens qui y travaillaient vivaient en dessous de chez nous. Nous-mêmes, on y vivait. Et donc, il y avait une vie très africaine où c'était super vivant et super bruyant. C'était plutôt au niveau des sonorités où c'était flagrant au début. En fait, on n'avait pas vraiment de fenêtre. Donc, le matin, à 5 heures, on entendait le coq qui chantait. J'avais l'impression qu'il était à côté de mon lit. Pareil, j'entendais ma voisine du dessous qui passait le balai devant l'épicerie. Les malades qui criaient de temps en temps pendant qu'ils faisaient des crises. On avait l'impression que c'était chez nous. Et il y a un truc très je pense spécifique à l'Afrique de l'Ouest, mais en tout cas au Bénin, c'était très flagrant. C'était les fêtes qu'on appelait les bâches. Où en fait, en gros, quand il y a un événement, donc communion, baptême, mariage ou je ne sais trop quoi, anniversaire, ils mettent une énorme bâche très colorée et ils mettent une sono hyper grésillante dessous avec un micro un peu grinçant et une musique qui est plus de l'ordre du tam-tam qu'autre chose. Et ça dure 3 jours. Donc là, bon courage pour ceux qui ont prévu de dormir à ce moment-là. Mais du coup, c'est hyper marquant parce qu'on se sent tout de suite ailleurs de chez nous. Et c'est hyper chouette d'apprendre à apprivoiser cet environnement. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié pendant ma mission, c'est ce sentiment un peu d'aventure et de sentiment d'être à ma place, chez moi, dans un pays qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais connu toute ma vie. Je pense que c'était beaucoup lié à la simplicité du quotidien. Il y avait quelque chose d'un peu super beau de tout le quotidien qui était plein de sonorités, de couleurs, de rencontres qui étaient hyper accessibles et hyper belles. Donc, moi, les trucs qui m'ont toujours étonnée, c'était, je prenais la voiture, je faisais 15 minutes de route pour aller le matin au travail. Sur ma route, je voyais toute la vie du coin, quoi. Je voyais les poules qui se faisaient la malle pour pas que je les écrase, les enfants qui couraient en criant Yovo, Yovo, ce qui veut dire le blanc. Je m'arrêtais prendre une noix de coco avec une dame avec qui on échangeait, elle parlait pas français, donc on échangeait quelques mots bancals de dialecte, de langue, de fond que j'avais appris. Et c'était vraiment ce quotidien super simple, mais en fait, je me sentais partie intégrante de ça, quoi. Et je revenais à la maison, je faisais le tour du voisinage, en gros du centre psy. Donc, je saluais tous ceux qui y travaillaient et il y avait quelque chose on s'échangeait les potins de la journée, ce que les gens avaient vu, traîner là, Et c'était super fort, cette présence un peu simple. Dans ma mission, on était en trinôme. Donc, avec Ombline, ma binôme, on a rejoint Anne-Sophie, qui était déjà depuis 1 an. Et c'était super chouette de vivre cette expérience à 3. Moi, j'étais avec 2 sages-femmes. Encore une fois, je n'ai pas du monde de la santé. Mais du coup, c'était très marrant d'apprivoiser cet environnement. J'étais vraiment baignée dans le monde de la santé, du coup, un peu partout, au travail, en dehors. Et c'était vraiment une très belle relation un peu familiale qui s'est créée à base de petites habitudes comme l'apéro du vendredi soir pour débriefer notre semaine, de moments, à la fois passer au travail ensemble et dans des moments de pause avec nos voisins du quartier, etc. Non, ça c'était vraiment une chouette expérience de vivre en coloc avec ces 2 volontaires Fidesco pendant 1 an. Anne-Sophie nous a vraiment accueillis dans la mission. Et ça a été, je le remercie parce que ça a été, je pense que nous a aussi facilité notre atterrissage. C'était un peu marrant au début parce que on se dit le Bénin c'est un pays où on parle le français. Donc techniquement, tout bénéf, pas besoin de maîtriser l'espagnol avant de partir en mission. Mais en fait, moi, ça m'a un peu pris de court les premiers jours d'accueil dans la mission, en me rendant compte qu'en fait, on parlait français, mais il y avait quand même le français béninois, c'est un peu l'autre que le français parisien qu'on parle très très vite ici. Et du coup, en fait, Anne-Sophie, elle servait un peu d'interprète dans les premières interactions du début, en faisant répéter les personnes, etc. Et ça nous a aidé à trouver notre cadre avant de pouvoir enfin maîtriser les quelques mots, la communication de base là-bas. Et elle nous a aussi fait faire le tour du centre psychiatrique. Ce qui, pareil, ça aussi, c'est un peu marquant parce que du coup, on est envoyé au service de la Saint-Camille, donc cet asso dont le quotidien, c'est de soigner les malades de psy. Moi, je me souviens très bien du moment où elle nous a fait passer la porte du centre pour la première fois, en se retournant un peu vers nous en disant « Ok, est-ce que vous êtes prêts ?» Et on savait pas trop pourquoi on signait, en fait. Finalement, on sait pas trop pourquoi on signe quand on dit oui à Fidesco. Et on passe la porte de centre et en fait, on se retrouve dans une sorte de cour des miracles où il y a 150 malades qui vivent là, qui traînent là, qui sont là avec leur famille, qui font la popote dans un coin, des enfants qui courent. Du coup, dès qu'ils voient un peu des nouvelles personnes qu'ils connaissent pas, a fortiori, des nouveaux volontaires, ils courent vers nous, ils commencent à nous attraper, à vouloir nous toucher. Et là, on se met vraiment les 2 pieds dans le plat de ce que c'est la simplicité dans le monde de la psychiatrie.
Alors, première réaction en me disant « Oh, effectivement, je savais pas pourquoi... » Enfin, je savais pas si j'étais prête. Mais en fait, là, tout de suite, c'était très... Enfin, en fait, c'était une très belle expérience de simplicité, quoi. Il fallait se laisser toucher, pas avoir peur d'aller discuter avec les gens. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu une grande partie de mon quotidien. De prendre le temps, parfois, sur le chemin des courses, d'aller saluer les malades. En fait, tout simplement s'asseoir à côté en fait, dans les centres, il y a le quartier des hommes et le quartier des femmes. Et du coup, de s'asseoir au milieu du quartier, discuter avec les uns pendant que les autres font la lessive. Parfois, devoir résoudre 2-3 petits conflits entre malades. Il y avait notamment une malade, trop drôle, qui s'appelle Brigitte, qui était atteinte de troubles bipolaires. Et du coup, elle avait des phases un peu, des phases un peu down, mais elle avait des phases up très marrantes où en fait, elle faisait la conversation, elle nous parlait de ses recettes de cuisine, et en fait, juste quand elle était en phase up, on rentrait dans le centre et elle me voyait, elle voyait les volontaires, et elle courait vers nous et elle commençait à nous raconter sa vie, à danser, à chanter. Et quand on avait vécu une journée un peu difficile, on pouvait pas ne pas la voir et ne pas sourire, quoi. Enfin, c'était forcément synonyme de joie de la voir. De fait, les Béninois parlent français, mais c'est surtout quelque chose qui est vrai pour les classes un peu plus éduquées qui ont fait toute leur école. Donc, ils parlent au fond la même langue, mais la langue locale, dans la région où j'étais, il y avait 2 langues. Il y avait le Fongbe qui était beaucoup parlé au sud du Bénin, et nous on était dans une région où ça parlait plus spécifiquement une autre langue qui s'appelle le Gon. Et donc ça, c'est vraiment des langues très locales, très orales, où vraiment au bout de 1 an, c'était encore très difficile de comprendre ce qu'ils disaient. Donc on avait appris un peu des mots par cœur, en gros des mots qui suffisaient pour faire rire les enfants du quartier et les dames, les mamans à qui j'allais acheter les courses, quoi. Malheureusement, j'ai oublié pas mal des mots de langue que j'ai appris, mais des mots tout simples qu'on a appris dès le début, c'était mikwabo, c'est-à-dire bonne arrivée, mikudokwe, bonne fête. Après des trucs comment ça va. J'avais appris aussi pelek pele, ça veut dire un peu, ce qui était très synonyme de ma mission. Donc c'est un mot que j'ai vraiment prononcé beaucoup, presque pour me convaincre personnellement parfois de l'avancée des choses. Et voilà, qui caractérisait bien la culture, je trouvais. Est-ce qu'on disait beaucoup Bénin, ce qui était... moi, ça me faisait toujours rire. À la fin de la journée, en disant « Ok, c'est bon, je sais pas, t'es prêt, on y va ?» Ou t'es bientôt prêt, on peut y aller. On répondait « Ça reste un peu ». Bon, c'était tellement vrai, quoi, c'est mettre des mots sur la réalité. Pareil, une expression béninoise qui me faisait beaucoup rire aussi pendant 1 an, c'était une manière de saluer, où en fait, du coup, moi, je travaillais à l'hôpital, j'avais un petit bureau, je squattais un bureau où je travaillais, et du coup, le personnel de l'hôpital passait, et souvent, en passant, il me disait « Hé, Martine, tu es là !» Alors déjà, Martine, parce que l'accent béninois et mon prénom qui est Mathilde font que parfois, ils confondaient un peu les 2 prénoms, donc on m'a appelée Martine pendant 1 an. Et Martine, tu es là, ça voulait dire Mathilde, ça va, quoi. Et du coup, ce à quoi je répondais oui, je suis là. Tu veux que je sois où? Et cette phrase je suis là, ou on est là, en fait, ou toutes ces signes, ces expressions qu'on disait quand on demandait comment ça allait, c'était pareil, très synonyme de la mission qui était vraiment ancrée dans l'instant présent, quoi. Et en fait, tout simplement, je pense que la présence dans la mission, ça a été vraiment le lieu de la rencontre et de l'apprivoisement, en fait, de notre entourage, quoi. C'est dans le fait d'être là tous les jours à leur côté, aux côtés de nos voisins, aux côtés de nos collègues, que la relation, elle se développe. Et parce qu'en fait, on partage le même quotidien, on partage les mêmes pluies qui nous tombent dessus, on partage le prix de l'essence qui s'est envolé pendant qu'on était au Bénin à cause de la guerre au Nigeria à côté. Toutes ces réalités-là, on les vit à leur côté. Et du coup, c'est très beau. Et en fait, c'est vraiment... au moment de la mission, ça n'a pas été forcément toujours super simple dans le travail. Du coup, il a fallu apprendre à lâcher prise et à vivre cette lenteur, à l'accepter. Et typiquement, dans l'hôpital, ça a été apprendre à passer plein de moments super simples et qui étaient hyper sympas avec le personnel, quoi. En fin de mission, je jouais pas mal au Scrabble avec la secrétaire sur les pauses déj. Il y a aussi toute une époque où je cerclais le jardin avec un des hommes d'entretien. Il y avait 2 agents d'entretien qui devaient s'occuper d'un énorme espace. C'était un peu la jungle, quoi. Faut imaginer les pluies qui tombent, les arbres qui repoussent en 2 secondes, quoi. Du coup, lui, il était chargé de devoir désherber tout cet énorme terrain-là. Et il avait un peu du mal à se motiver. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, plutôt que passer mes journées devant l'ordi, le matin, je l'attrapais, je disais, Germain, on y va, quoi. On va cercler. Et on se retrouvait le matin, avant qu'il fasse un peu trop chaud, à prendre nos sortes de roues, les petits piétons et désherber. Ce qui faisait beaucoup rire les patients du centre qui disaient « Oh la Blanche, qu'est-ce qu'elle fait en train de sarcler le jardin ?» Mais du coup, c'était toujours des conversations marrantes. C'était un peu frustrant quand 2 semaines après, on voyait que le travail n'avait servi à rien et que tout avait repoussé. Mais c'était des beaux moments un peu d'instant présent. Et voilà, des exemples comme ça, il y en a des milliards.
Ce qui est caractéristique au Bénin, c'est du coup vraiment cette notion de temporalité qui est qui n'est pas fixe et qui n'est pas figée par une montre, par une heure à respecter ou quoi que ce soit. Donc on apprend très vite que non, les réunions elles commenceront pas à l'heure, que le taxi brousse qu'on doit prendre pour aller à un endroit, il partira pas au bon moment. Ils ont une sorte de rapport un peu flou à la notion quantifiée, quoi. Genre, typiquement, quand tu demandes t'as bientôt fini ton travail, tu réponds ça reste un peu. Tu quantifies pas du tout. Quand on dit on arrive quand, on te dit mais on est bientôt, on est déjà là, on disait. Ce qui veut rien dire, mais ce qui est, qui synonyme vraiment ce rapport au temps, qui est, pareil, assez beau à apprendre. Pendant ma mission, j'ai eu la chance d'un peu me balader dans pas mal de centres différents pour des missions à droite à gauche, ce qui était hyper riche. Donc j'ai découvert un peu toute la variété de l'association. Et j'ai passé donc une semaine dans une ferme de l'association. Et sur mon chemin du retour, je devais attendre le taxi brousse qui revenait, quoi. Et on s'était pris en auto. Donc le matin, j'attendais le taxi brousse. Et en fait, le taxi brousse, il était déjà là. Il était toujours pas reparti en réalité de la vie de l'avant. Donc je me suis retrouvée à Port-à-Hôtel là, je crois facilement, 3 ou 4 heures, quoi. Et du coup, en fait, je tapais la discute avec la vendeuse d'oignons, la maman qui vendait des oignons au coin de la rue. Et s'en est suivi une discussion super belle où en fait elle me partageait vraiment son quotidien de femme dans un mariage polygame, comment elle faisait pour éduquer son fils, avec son petit salaire, son mari qui avait pas les moyens de subvenir à ses besoins. Donc c'était elle qui, en fait, avec ses petits oignons, payait l'éducation de son fils. Et puis après, des discussions marrantes où elle m'a fait goûter un peu des petits trucs que les vendeuses vendaient à droite à gauche. Et au moment de monter dans le taxi, quand le taxi enfin était vraiment déjà là pour de fait, son fils a couru vers moi pour me donner une petite poignée d'oignons, pour être un peu symbole de l'échange qu'on avait eu. Et voilà, ça, c'est pareil, un de moult exemples de disponibilité liée à la présence, le fait d'avoir accepté de perdre son temps en attendant ce taxi qui ne venait pas. Sur le papier, on m'a envoyé faire de la recherche de fonds donc dans l'hôpital généraliste d'Adjara. Mais en fait, c'était une structure qui était en grande difficulté financière parce que du coup, il y avait eu un peu une perte de réputation de la structure quelques années auparavant. La mission avait été relancée avec des volontaires Fidesco l'année avant. Enfin, ma binôme était arrivée au service de cette mission. Et du coup, moi, j'étais un peu la deuxième génération de volontaires avec Combine qui arrivait sur ce lieu-là. Et dans cette idée de continuer à essayer de redresser ce centre qui souffrait d'un grand manque de fonds, en fait, en réalité, parce que du coup, c'était un hôpital humanitaire, donc avec des soins à très bas prix, mais qui n'avait pas d'affluence. Donc, situation impossible de gestion financière, le directeur n'arrivait pas à payer les salaires tous les mois. Et du coup, je me suis vite retrouvée à faire de la recherche de fonds d'un côté, mais en fait aussi beaucoup de trucs de gestion un peu pour essayer de remettre la structure, participer, en tout cas, à apporter une pierre à l'édifice de cette structure qui avait besoin d'être un peu dynamisée. Donc très concrètement, je me suis occupée pendant très longtemps d'essayer de créer un bloc de chirurgie, de gérer le projet du bloc de chirurgie, avec tout ce que ça impliquait, d'essayer de comprendre ce que c'était une pince chirurgicale et des travaux, des portes qui étaient hermétiques et je ne sais quel autre sujet. Ça m'a beaucoup occupée. Et puis après, il y avait plein de sujets du quotidien. Notamment, il y a eu beaucoup de sujets administratifs, ce qui était en tant que tel une manière de s'arracher les cheveux au quotidien sur des problématiques un peu absurdes. Et après, des trucs très simples de carton, de gestion des stocks de la pharmacie, de gestion financière, d'essayer de trouver de l'argent pour payer les salaires, de faire de la com, de peindre la façade du centre à l'entrée pour qu'il soit visible, de refaire la route, beaucoup de trucs très variés. Mais du coup, qui ont été un peu éprouvants dans le sens où il y avait au fond cette structure qui était en grand manque de prise en charge financière et du coup c'était très symptomatique du problème, quoi. C'est-à-dire que tous les mois le directeur de l'hôpital, il s'appelle Saturnin, tous les mois en fait il n'arrivait pas à payer les salaires à temps, donc il y avait une tension. L'équipe aussi, les déjeuners qui étaient faits, en fait ils devaient se serrer la ceinture, quoi. Donc ils mangeaient tout le temps la même chose, c'était pas du tout une alimentation variée, donc ça impacte un peu le moral et du coup la structure était un peu lente, quoi. Ça a été aussi un peu dur d'accepter quand on arrive tout feu tout flamme en se disant ok, je suis là pour 1 an, j'ai de l'énergie à revendre, je me mets à votre service, je fais ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous aider, et qu'on se prend un peu cette lenteur qui est à la fois culturelle mais surtout en fait aussi très propre à une structure qui va pas très bien. Faut apprendre à se calmer, quoi. Très concrètement, c'est pas toujours super simple, une jeune femme blanche de 22 ans qui débarque, de réussir sans poste vraiment fixe, d'essayer vraiment de faire son trou et d'avoir un impact sur l'hôpital, quoi. Donc moi je m'occupais de la recherche de fonds. Quand j'y étais, du coup on a trouvé un financement,
ce qui a été super chouette parce que du coup, je parlais des menus tout à l'heure, c'était compliqué donc d'avoir une alimentation variée, ça nous a permis direct de remettre en place une alimentation beaucoup plus sympa, des repas de fête. Enfin, ça vraiment, l'équipe a été hyper heureuse de ça. Pareil, on a pu monter quelques projets de communication, de sensibilisation. Mais ce qui était très beau, c'est que du coup, ma binôme Ombline il a passé quelques mois après. Enfin, il est resté 1 an de plus, mais elle a passé quelques mois supplémentaires à l'hôpital. Et du coup, elle me tenait un peu au courant de ce qui se passait. Et ce qui était super beau, c'était de voir les projets sur lesquels je m'étais vraiment battue, mais comme jamais, qui malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de voir de mes yeux, mais elle me tenait au courant sur le fait qu'on avait pu faire. Notamment, on a travaillé sur toute la fin de mission sur un grand projet de dépistage pour falloir essayer de dépister diabète, hypertension, enfin tous ces trucs-là, malnutrition infantile. Et malheureusement, ça s'est pas fait dans les temps, mais ça a pu se faire quelques semaines après mon départ. Donc ça, j'étais heureuse de voir que ça marchait, et puis de voir plein de petits trucs concrets qui restaient un peu. Je me suis beaucoup battue pour, du coup, je parlais de la chirurgie tout à l'heure, et pour accueillir une mission de chirurgien étranger qui devait venir un peu lancer le bloc de chirurgie. Les galères administratives ont fait que ça n'a pas eu lieu. Mais en fait, il y a une autre mission qui est venue quelques mois plus tard, un énorme truc où ils ont débarqué à 50 Brésiliens pour faire un peu des tournées dans le sud du Bénin. Et j'étais hyper heureuse en fait de voir que c'était pas tout à fait ce qu'on avait imaginé, mais c'était trop beau de voir quelque chose comme ça qui se lançait et qui galérait un peu, mais qui était là, quoi. Un truc qui a été très marquant pendant ma mission aussi, ça a été en fait l'apprentissage de la faiblesse. Accepter la faiblesse des autres et au fond accepter sa propre faiblesse. Très concrètement, cette mission, ça a été hyper beau parce que c'était fondamentalement le cœur de cette mission, c'était d'aimer ceux qui avaient été rejetés de la société et ceux qui étaient en manque d'amour. Enfin, c'était vraiment les malades qui étaient soignés dans le centre d'accueil en bas de chez nous. C'était nos voisins qui étaient des anciens malades aussi. Et vraiment, la mission, elle était tournée sur ça. Il y avait quelque chose de super beau et de hyper porteur en fait, d'être à leur rencontre et de les aimer. Et notamment, si je dois donner un exemple très concret, il y avait une petite fille dans le centre en bas de chez nous dont la mère était une malade et qui avait pris la fuite en fait juste après son accouchement, en laissant du coup son bébé de quelques semaines en plan au milieu d'un centre psy où il y avait 150 malades, enfin normal quoi. Et du coup une des personnes du centre avait pris en charge ce bébé, qui s'appelle Chancel. Et c'était hyper chouette de voir en fait ce bébé grandir dans un environnement un peu incongru et de voir tous les malades qui prenaient attention à elle. En fait, elle était un peu une sorte de centre de vie au milieu de l'hôpital, du centre. Et c'était à la fois très beau de voir cet enfant recevoir l'affection qu'elle aurait dû recevoir de sa mère et de voir aussi notamment celle qui s'occupait d'elle aussi se retrouver à lui donner un peu de l'amour comme si c'était son enfant. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le cœur de la mission, c'était d'apprendre à aimer ceux qui étaient en manque d'amour, d'apprendre à aimer ceux qui étaient rejetés, les faibles, tous ces pauvres un peu dont on parle beaucoup avec Fidesco. Mais au fond, une parole qui m'a beaucoup touchée, c'est une volontaire Fidesco qui m'avait dit quand ça allait pas très bien, au moment où c'était un peu difficile dans ma mission. En fait, au fond, le cœur de la mission, c'est pas juste d'aimer les plus pauvres, d'aimer ceux qui sont rejetés de la société, c'est pas juste d'aimer l'enfant qui est dans la rue, qui vient nous courir dans les bras, c'est pas juste d'aimer le malade qui nous donne plein d'amour dans sa simplicité, et c'est déjà quelque chose de très beau et fondamental. En fait, le vrai enjeu de la mission et le plus dur dans la mission, c'est d'apprendre à aimer les pauvres de notre entourage, ceux qui nous exaspèrent un peu, ceux qui viennent un peu nous titiller, qui viennent en fait appuyer là où ça fait mal dans le caractère. Et ça résonnait pas mal en moi parce qu'une des difficultés de ma mission, ça a été notamment la relation avec le directeur de l'hôpital, qui du coup, Saturnin, une très belle personne qui était un ancien malade, un ancien dépressif, qui était encore un peu médicamenté et qui était à la tête de l'hôpital d'Adjara où je travaillais. Donc c'était lui qui avait un peu la lourde charge de devoir gérer cette structure qui allait pas très bien. Donc vraiment, j'avais un très grand respect pour cet homme et pour le poids de ses décisions, de son quotidien qui était loin d'être simple, surtout au vu de sa maladie. Mais du coup, très concrètement, parfois c'était un peu compliqué parce que du coup, on n'avait pas tout à fait les mêmes idées sur ce qu'on voulait faire. Et du coup, donc, parfois dans la communication, c'était on se heurtait un peu à nos deux faiblesses l'un l'autre. En fait, parfois une incompréhension un peu de moi ce que je voulais apporter comme idée, lui qui les refusait un peu. Fallait trouver un terrain d'entente qui n'était pas toujours très simple et qui était qui a été un peu dur. Et en fait, typiquement, donc la volontaire Fidesco parlait de cette relation-là en disant que c'était vraiment surtout ça qu'il fallait apprendre à. C'était le vrai enjeu, c'était d'aimer ces complexités-là, d'accepter notre entourage dans
dans ses qualités et ses défauts. D'un point de vue de foi, c'est très vrai parce qu'en fait, on a dans la foi chrétienne, on pense qu'en fait, c'est seulement quand on s'accepte comme faible, enfin qu'on accepte ses faiblesses, qu'on accepte sa vulnérabilité, que en fait le Dieu peut entrer en nous et peut vraiment agir. Qu'il faut qu'on se libère de cette carcasse un peu parfaite de on contrôle tout, qui était très symptomatique de encore une fois ma vie un peu parisienne, classique française quoi, où j'avais appris à gérer ma vie et à la contrôler. Et là, d'accepter de lâcher fondamentalement prise en acceptant en fait au fond mes défauts, mes faiblesses. Et c'était comme ça que Dieu allait agir, que j'allais vraiment, transcender un peu ma mission, en quelque sorte. La mission, c'est direct. Tu vois tes forces et tes faiblesses. C'est vraiment le quotidien qui te sort de ta zone de confort, où tu dois rentrer. En fait, tu dois t'adapter à tout en mission. Et c'est hyper chouette, c'est une super aventure, parce que du coup, on s'adapte à des nouveaux paysages, on découvre des nouvelles cultures, des nouvelles langues, des nouveaux aliments, des nouvelles personnes qui n'ont rien en commun avec ce qu'on a connu jusque-là, qui viennent pas de la même origine, qui parlent pas la même langue, qui font pas le même travail. Et du coup, c'est un jeu d'adaptation qui est super beau et qui nous pousse aussi du coup dans nos retranchements. Et c'est là vraiment où tout se joue, quoi. Et c'est cette simplicité-là, en tout cas, la 5 ma mission, c'était vraiment très beau sur ça, parce qu'en fait, on rentrait dans le dur, quoi, et c'était hyper beau de voir les volontaires s'épanouir dans cette situation. Un des fruits de ma mission, je pense, ça a été d'apprendre la disponibilité et un peu, du coup, vraiment de se lâcher prise de l'ouverture à l'autre, peu importe à quel moment il débarque en plein milieu de notre vie. C'était la grande joie de ma mission, de la fin de ma mission notamment. Dans l'hôpital où je travaillais à Adjara, il y avait un enfant qui s'appelait Steve, qui était le fils d'une des cuisinières du centre et qui en fait habitait pas là à l'année, mais pendant les vacances scolaires revenait dans l'hôpital voir sa maman. Et du coup, il traînait un peu là tous les jours. Il avait pas grand-chose à faire, le pauvre. Il y avait pas trop d'enfants de son âge dans les environs. Et du coup, il avait trouvé son refuge qui était mon bureau. Donc tous les matins, alors que j'étais en train de travailler très sérieusement sur mon ordinateur, j'entendais des pas de course effrénés, quelqu'un qui rentrait en furie dans mon bureau. C'était Steve qui venait jouer avec moi, quoi. Et du coup, là, c'était un vrai exercice, quoi, parce que du coup, je devais jongler à partir de 9h du mat tous les dossiers que je devais gérer. Et cet enfant qui était surex, qui était vraiment plein de vie, il était particulièrement dynamique. Et du coup, ça, c'était un vrai jeu, quoi. Du coup, je lui ai appris à faire des avions en papier. Je pense qu'il a malheureusement tué un peu trop d'arbres au cours de ces quelques mois. Et on faisait un peu des leçons de maths sur le côté pendant que j'essayais de gérer mon travail. Et ça, c'était vraiment, je pense, l'exercice de la disponibilité. C'est que lui, il rentrait dans mon bureau tous les jours, peu importe que je sois en forme, que je sois fatiguée, que j'ai plein de trucs à faire, que j'ai rien à faire. Et je devais un peu le canaliser tout en quand même lui accordant de l'attention et de l'amour parce que c'était vraiment ce qu'il cherchait. Et du coup, ça, c'était vraiment une grande source de joie. Donc, à mon retour de mission, c'est une habitude, en tout cas quelque chose que j'avais vécu et qui un peu s'est ancré dans mon quotidien et que j'ai bien aimé, en tout cas, essayer de maintenir. En gros, une histoire qui me vient un peu en tête, c'est quelques mois après que je sois revenue, je rentrais, je rentrais chez moi. Et en fait, en bas de chez moi, il y avait plein d'affairements, il y avait une sorte de gros déménagement qui avait un peu lieu. Je me demandais, ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis allée voir, un peu en me disant, vas-y, j'ai rien à faire de mon après-midi, ou par curiosité naturelle, mais que j'avais appris à oser en mission. Je vais un peu voir ce qui se passe. Et on me dit, mais en fait, c'était juste après le tremblement de terre au Maroc. Et en fait, mon voisin du dessous était en train d'organiser une grande collecte de vêtements pour le Maroc. Et du coup, ils étaient en train de trier, quoi. Et me disant, ok, belle occasion. Je me suis incrustée dans un peu cette organisation. Et c'était une après-midi super sympa parce que c'était très simple, quoi. On triait des fringues Zara et Claudie Perliot, voilà, pas de four hyper adapté quand on envoyait des chaussures à talons. On fallait trier ce qui était pertinent et ce qui ne l'était pas. Avec du coup des gens qui venaient de partout, de tout Paris, pour filer un coup de main l'espace de quelques heures, quoi. Moi, j'ai traîné là pas hyper longtemps, mais du coup, c'était un bon moment de fraternité, de service, tout simple. Et j'étais hyper heureuse d'avoir osé en fait me poser la question de qu'est-ce qui se passait en bas de chez moi plutôt que de rentrer en toute vitesse comme je l'aurais sûrement fait avant. Quelque chose qui était super présent aussi dans ma mission, c'était cette notion du coup de providence, parce qu'en fait c'était quelque chose dont le fondateur de la 5 et dont la 5 parlait tous les jours. C'était vraiment, et c'est très ancré dans la culture béninoise, c'est t'as un problème quelconque et on se demande ok comment on va faire, la personne répond t'inquiète, Dieu fera. Pareil, c'est pour nous autres Européens qui avons un peu l'habitude de contrôler notre quotidien, accepter ce Dieu fera, c'est un exercice de tous les jours.
Et c'était vraiment assez incroyable parce que c'était au cœur de l'assaut. Donc dès qu'il y avait un problème, dès qu'il n'y avait pas d'argent, dès qu'il y avait un malade qui avait pris la fuite, dès que quoi que ce soit, on disait ok, on fait comment ? Dieu fera. Et de fait, Dieu faisait. Pas tout le temps, mais en tout cas, il y avait quand même une présence assez étonnante et un peu chamboulante des situations qui se démêlaient de manière parfois un peu inattendue. Et ça, pareil, ça a été un peu un grand exercice de ma mission d'accepter cette réalité, que je refusais, je pense, un peu en ayant une foi un peu trop rationnelle, en me disant mathématiquement, ça colle pas. Enfin, en fait, c'est pas Dieu qui va faire qu'on va trouver de l'argent, c'est quelqu'un qui va en apporter et il faut plutôt qu'on aille chercher cette personne plutôt que d'attendre que ça nous tombe dessus, quoi. Ça a été pas mal une source d'apprentissage. Et du coup, au fur et à mesure de cette année de mission, j'ai un peu appris à m'émerveiller, m'étonner de ces situations qui se démêlaient parfois. Mais j'avais un peu du mal encore, en fait, au fond. Ce que j'avais du mal, c'était avec cette notion de liberté que nous laisse Dieu quand on parle de providence. Enfin, en gros, est-ce qu'on peut dire que si c'est Dieu qui fait, l'homme est vraiment libre ? Comment est-ce qu'on gère un peu cette corrélation, quoi ? Et moi, j'avais envie de me sentir indépendante, de me dire ok, ou à l'inverse, je comprenais pas quand les choses se démêlaient pas, en disant mais en fait, si c'est Dieu qui fait, pourquoi il fait pas ? Enfin, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir et pourquoi est-ce qu'il agit pas ? Enfin, si c'est vraiment ça qu'on dit, je comprenais pas la corrélation. Et en fait, un truc tout bête qui m'est arrivé dans l'avion de mon retour, donc un peu au dernier moment de ma mission, m'a un peu éclairé là-dessus. Donc je suis rentrée dans l'avion un peu tout chamboulée de cette année qui venait de s'écouler, un peu profondément triste de quitter ce pays, ces personnes que j'avais aimées pendant 1 an. Et je me retrouve dans l'avion et du fait d'un hasard des choses, l'hôtesse de l'air m'attrape et elle me dit « Ah, madame, excusez-moi, est-ce que vous pouvez bien vous asseoir là ?» Je dis « Bon, ok, vas-y. » Je m'assois près de la fenêtre et elle attrape pareil au hasard un monsieur dans l'avion qui est assis à côté de moi. Et moi j'étais KO, mon voisin était KO. Normalement, le vol devait se dérouler de manière calme, mais la conversation s'est entamée sur un truc tout bête. Et en fait, on s'est retrouvés à parler pendant tout le vol avec ce voisin. En démarrant, on a parlé du coup de psychiatrie tout simplement, parce que lui, il avait quelqu'un dans sa famille qui était malade. Ça a dérivé sur la famille, la conception de famille en fait à l'africaine, comment on s'occupe de ses proches, toutes les questions concrètes que ça pose en profondeur quand il faut envoyer de l'argent à quelqu'un. Et puis en fait, finalement, on a fini en parlant de foi. En plus, c'était un 15 août. Et quand on atterrit, je ne m'étais pas trop rendu compte que le vol avait duré tout ce temps-là. Et du coup, au moment où on atterrit, mon voisin me dit « Ah bah écoutez, merci mademoiselle pour cette belle conversation. » Je pense que c'était vraiment la Providence qui a voulu qu'on ait cette conversation. Et ça m'a touchée parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la liberté un peu de l'homme, je m'étais dit en apparence, c'était une situation super normale. L'hôtesse a pris au hasard, au pif complet, 2 personnes dans les avions, les a mis dans un coin, on a parlé et en fait, on a bien fité. Et lui, il avait vu dans cet échange-là un truc un peu au-delà, quoi, un clin d'yeux, comme on dit. Et du coup, voilà, c'était vraiment profondément sa liberté à lui de voir dans ce truc, dans cette conversation, quelque chose un peu d'extraordinaire. Et du coup, j'ai un peu pris conscience c'est ça un peu la présence de Dieu, quoi. Il nous laisse libres de discerner sa présence. Et c'est un peu très beau, c'est qu'il est là, mais c'est à nous de choisir ou non de l'accepter, quoi. Merci Mathilde de nous avoir fait plonger au cœur de ta mission en égrénant tes souvenirs. Sans aucun doute, dorénavant, la mission continue, puisqu'elle t'attendait même en bas de chez toi. Et vous qui nous écoutez, où vous appelle la mission ? En tout cas, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram ou sur Facebook, où vous pourrez en savoir d'autant plus sur la mission. Et si vous aussi vous voulez connaître les joies et les défis de la mission, on vous donne rendez-vous sur le site fidesco.fr/partir pour en savoir un peu plus sur ce qui vous attend sur le terrain. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission. Et cette fois-ci, on ira pas très loin de là, dans un pays presque voisin du Bénin. À bientôt!